Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce deuxième rendez-vous de la saison de questions publiques qui est une coproduction du Conseil de développement de Nantes Métropole, du CCO où nous sommes accueillis ce soir et de la revue Place Publique. Alors ce soir, on va beaucoup parler d'histoire, puisque nous avons un invité qui est un éminent historien de la Révolution. On va parler, on va revenir un peu sur des épisodes de la guerre de Vendée, mais on va surtout se consacrer à la bataille, ce qu'on a appelé la bataille des mémoires, entre la mémoire bleue et blanche, la mémoire vendéenne et la mémoire républicaine. Ce question publique est aussi un écho au dernier numéro de la revue Place Publique. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Numéro qui est sorti il y a un mois, un peu moins d'un mois, qui a une couverture qui a fait causer, que vous avez peut-être vu. Alors, il y a, semble-t-il, des gens qui ont sursauté. On a choisi, alors de manière, sachant que c'était peut-être un peu provocant, de titrer le dossier « Nantes, capitale de la Vendée ». Mais beaucoup de gens l'ont lu sans lire le point d'interrogation. C'est une interrogation que nous, on estimait et qu'on estime toujours légitime. Il ne s'agissait pas de nier, bien évidemment, les attaches avec les 4 autres départements qui sont un petit peu au-dessus, mais il s'agissait aussi de regarder les liens et les relations dans l'histoire, ça on va en parler dans quelques minutes, les liens et les relations avec un peu au sud ce qu'on appelle, ce que les géographes appellent le pays nantais, bien évidemment toute une partie de la Vendée. Donc ce numéro vous le trouverez auprès d'Hélène, ainsi que donc, le dernier ouvrage de Jean-Clément Martin, qui vient d'être publié il y a quelques semaines chez Perrin, qui est La Vendée de la mémoire, 1800-2018. Alors, Jean-Clément Martin, je vais vous présenter en quelques mots quand même, donc éminent historien qui a passé quelques années à Nantes, à l'université de Nantes, qui est aujourd'hui professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française et auteur de nombreux ouvrages sur la Révolution et différents épisodes de la Révolution. Donc, parmi les derniers, j'ai noté Les Échos de la Terreur, Vérité et mensonges d'État, chez Belin en 2018, La Terreur, Vérité et légende, Perrin 2017. Il y a eu la biographie de Robespierre aussi, qui vient de sortir en poche chez Tempus, Robespierre, la fabrication de monstres, la guerre de Vendée, au Seuil, il y a 5 ans maintenant. Et puis la Vendée de la mémoire, donc, qui est une édition revue et augmentée d'un livre qui était sorti au moment du bicentenaire, tiré de votre thèse d'État, et qui est aujourd'hui est complété par plusieurs dizaines de pages autour justement de la période post-bicentenaire, 1989-2019, ces 30 années. Qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille des mémoires? Alors avant de parler justement de ces mémoires, peut-être revenir, que vous nous fassiez, alors les spectateurs connaissent, j'imagine, l'histoire et ont été des élèves studieux dans leur jeunesse, mais peut-être revisiter. Je sais pas, il y a un bruit dans. Ah non, c'est le. Non, pardon, je croyais que c'était dans le micro. Peut-être faire un petit point d'histoire sur quels ont été les faits saillants, parce qu'on parle tous de Carrier, de la Terreur, du siège de Nantes, juin 1793. Quel est ce moment dans la guerre de Vendée, un peu les faits importants et pourquoi ça se produit, ce siège de Nantes? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors d'abord, je vous remercie de cette invitation et je vous remercie aussi d'être présent ce soir pour un sujet qui est peut-être quand même devenu, on en parlera certainement, un peu marginal par rapport à l'actualité, par rapport aussi à l'état du monde. Il me semble qu'il faudra certainement revenir là-dessus. J'ai commencé à travailler sur la guerre de Vendée il y a 40 ans. Nous avons changé d'époque.
un mot que j'emploie régulièrement, et je crois qu'il faudra s'interroger là-dessus. Donc c'est un petit peu cela aussi qu'il y a dans le livre que vous avez cité ici, les années 1980-2018, c'est pas seulement la suite de ce qui a précédé, c'est certainement une mutation avant quelque chose qui va encore davantage changer. Alors, on va lancer la problématique comme ça. Bon. Pour revenir donc sur la guerre de Vendée, et c'est vrai qu'on peut parler directement de Nantes quand on parle de la guerre de Vendée, parce que le rôle de Nantes dans la guerre de Vendée a été absolument considérable. Alors en 2 mots, 3 minutes, on va essayer 4 minutes. Bon. La guerre de Vendée, c'est, pour aller très vite, 1793, 1796, 1797, avec 2 années très importantes, 1793, 1795, et donc une guerre qui devient, dès 1793, une guerre exceptionnelle en France, parce qu'elle est présentée immédiatement comme une guerre. Une guerre. Tout le monde est habitué à entendre guerre de Vendée. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui s'est passé à partir de mars 1793, ce ne sont que des insurrections. Et des insurrections qui se déroulent au sud de la Loire, qui se déroulent dans toute la Bretagne, qui se déroulent en Alsace, qui se déroulent au Pays Basque, qui se déroulent dans grosso modo un quart de la France. Et ces insurrections sont écrasées rapidement, et on ne garde que les insurrections du sud de la Loire pour dire c'est la guerre de Vendée. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui fait qu'il y a un déclic. Et à partir du moment où il y a ce déclic, tout va s'enchaîner, et ce qui n'était que des insurrections va devenir une guerre d'une violence inouïe, et qui va marquer les mémoires, qui va surtout façonner les sociétés. Nous vivons sur une guerre qui a changé profondément toute la région. Pourquoi cette insurrection n'est-elle pas contenue, écrasée, comme elle l'est dans d'autres régions ? Bêtement. Si vous voulez, ce qu'il faut avoir en tête, alors au risque de vous choquer, les insurgés du sud de la Loire ne sont en rien différents des Bretons, par exemple. Bon, ils sont, sauf qu'ils n'étaient pas habillés avec les mêmes chapeaux, bon, et qu'ils ne portaient pas exactement les mêmes vestes. Mais ils se révoltent parce qu'ils sont opposés aux mesures religieuses, on peut commencer par là, donc la constitution civile du clergé, vous chercherez dans les dictionnaires, parce que je pense qu'on ne va pas rentrer dans trop de détails quand même, mais c'est un bouleversement important. Donc, refus des mesures religieuses de la Révolution, refus des mesures civiles, tout ce qui a transformé le paysage administratif, les hiérarchies urbaines et le contrôle de l'État. Donc, il y a là un refus des mesures civiles aussi et politiques. Est-ce qu'ils sont contre-révolutionnaires? C'est pas sûr. Ils refusent tout simplement que les modes de vie qui étaient en valeur auparavant soient arrêtés, bousculés. Bon, ça c'est évident. Mode de vie, parce que ce sont des traditions, mode de vie aussi, parce que ce sont aussi des lieux de contrebande. Il ne faut pas l'oublier, et parce que aussi, notamment les Bretons, le sud de Nantes, c'était des gens qui payaient moins d'impôts avant 1789 qu'on leur fait payer des impôts après 1793. C'est aussi une bonne raison pour se révolter. Donc on a affaire là à un mélange de revendications, et qui sont toutes cristallisées, ces revendications, par le fait qu'en février 1793, on demande que chaque commune fournisse des jeunes gens pour aller se battre aux frontières. Et ce qui se fait bêtement, si vous voulez, c'est qu'au lieu de dire on va choisir, on demande aux gens de se réunir par canton et d'élire, de désigner ceux qui vont aller à la guerre. Bon, c'est une bonne occasion, évidemment, pour que les mécontents se retrouvent et refusent et se mettent en marche. Et c'est comme ça qu'à partir du début mars
1793, il y a ces insurrections qui font littéralement tache d'huile. Bon, donc c'est partout. Et c'est tellement partout que ça, c'est oublié. À partir du 12 mars 1793, jusqu'à peu près le 15-16 mars 1793, Nantes est totalement encerclée. C'est le premier siège de Nantes qu'on a oublié, parce qu'on parlera de ce qui s'est passé en juin, mais pas là. Nantes est encerclée parce que les Bretons sont venus au nord, au sud, je dirais pas les Vendéens, mais je dirais les gens du Leroux, les gens de Machecou, les gens de la bordure des Mauges sont venus, et Nantes est littéralement coupée. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les uns et les autres. Et si on va très très vite, parce que c'est pas quand même l'objet de parler trop longtemps de cette guerre comme ça, c'est qu'à partir de la mi-mars, il va y avoir à Paris la prise de conscience que les Bretons posent problème au pays. Et très exactement, le 19 mars 1793, à la Convention, et on en reparlera peut-être plus tard, et là je passe beaucoup de détails importants, mais je les oublie, la Convention vote le fait que toute personne prise soit avec une cocarde blanche, soit avec une arme, sera exécutée sous 24 heures. Déclarée contre-révolutionnaire et exécutée sous 24 heures. 19 mars 1793. Si vous me permettez quand même ne jamais oublier que la monarchie en 1788 avait rétabli les justices prévôtales. Tout émeutier qui a été pris dans une émeute était jugé et exécuté sous 24 heures. Ceci pour bien dire que la Révolution n'a pas tout inventé. Donc, on est le 19 mars 1793, et ce jour-là, bizarrement, autour de à côté de Saint-Fulgent, des insurgés dispersent une armée de 3000 hommes qui était venue de La Rochelle. Bon, et c'est, en définitive, l'événement qui est secondaire, mais cet événement-là qui, d'un seul coup, va devenir absolument considérable. Parce que dans tout le nord de la Loire, toutes les insurrections vont être réprimées, grosso modo, en l'espace d'un mois, un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, c'est fini. La chouannerie prendra la suite, mais il n'y a pas de lien immédiat entre les insurrections de mars 93 et la chouannerie qui va se développer en 94. Bon. En revanche, au sud de la Loire, il n'y a qu'une armée qui part de La Rochelle, qui va être dispersée, je disais bêtement, parce que je crains les bêtes, parce qu'il n'a pas pris de précaution, que ces soldats ont peur, et qu'ils repartent de Saint-Fulgent vers La Rochelle, vers Niort, vers Poitiers, en alarmant tout le monde. Et surtout, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce que c'est absolument essentiel, c'est que ça va remonter à Paris, à la Convention, 4 ou 5 jours plus tard, et ça arrive à Paris 4 ou 5 jours plus tard, et c'est présenté comme la trahison des Girondins, puisque le général est girondin. On rentrera peut-être tout à l'heure dans le débat Girondin-Montagnard. Pour l'instant, je saute, mais les Girondins sont au pouvoir. On va accuser les Girondins de trahison. On va dire qu'il y a collusion entre ces troupes qui ont battu des soldats de ligne dans le département de la Vendée, et donc les montagnards vont s'en servir pour dire que les Girondins sont indignes de gouverner. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, et sans ça, pour moi, on n'y comprend rien, c'est que sur des insurrections qui sont toutes les mêmes, il n'y en a qu'une qui réussit quand même par hasard, et que ce succès rentre en phase avec la guerre civile qui a lieu entre montagnards et girondins à Paris, et que ça devient l'occasion pour les montagnards de dire il faut changer de gouvernement. Voilà. Et donc à partir de cela, on va parler sous l'aiguillon des montagnards, je cite, 23 mars 1793, de guerre de Vendée et des départements circonvoisins. C'est trop long. Bon, donc 2 jours après, guerre de Vendée. Bon, et ça arrange tout le monde, parce qu'il y a eu des insurrections partout, notamment en Loire-Atlantique. Tout le monde connaît les massacres de Machecou. Ça veut dire que les administrateurs de Loire-Atlantique n'ont pas été à la hauteur. Et là, ils ont la chance de voir une guerre qui est dans le département voisin, c'est pas de leur faute. Donc ça, c'est bien. Donc on va garder
l'expression guerre de Vendée, ce qui permettra aux administrateurs du Maine-et-Loire de ne pas être accusés d'être girondins. Au département de la Loire-Atlantique, ils le seront, quelques-uns inférieurs à l'époque, de passer à la guillotine, mais globalement, le département ne sera pas considéré que trop comme girondin, et les Vendéens, les Vendéens insurgés et républicains auront la double peine, si j'ose dire, parce qu'on accusera même les administrateurs d'avoir trahi la République. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas anecdotique, si vous voulez. Ce qui va se produire là, c'est ça qui est, pour moi, essentiel. Et ça ne remet pas en cause l'importance des insurrections, c'est pas ça. Hein. Mais il faut bien comprendre que cette peur qu'il y a eu, cette dénomination guerre de Vendée, on ne parle pas de la guerre de Bretagne, on ne parle pas de la guerre du Rhône, ou de tout ce qui s'est passé entre Avignon et Cavaillon en 1790. Il s'était passé des choses au moins aussi graves. Bon, donc là, d'un seul coup, on parle de guerre pour une insurrection et on désigne la Vendée comme la terre de la contre-révolution. Immédiatement, on dit ce qui se passe en Vendée, c'est analogue à ce qui se passe à Coblence sur le Rhin. Et donc, il faut des mesures exceptionnelles contre la Vendée. Et il y a une mesure qui va être prise, et puis après on va embrayer, parce que là je prends beaucoup de temps, on va embrayer très vite. Une mesure qui va être prise immédiatement, c'est de dire qu'il faut envoyer des armées qui soient composées de corps militaires venant de toute la France. Parce que la guerre de Vendée est une affaire nationale. Alors, si vous avez fait votre service militaire et si vous avez eu la moindre des responsabilités, si vous réunissez des soldats qui viennent de partout, avec des officiers qui viennent de partout, qui n'ont pas la même trajectoire, que vous leur demandez de combattre ensemble, c'est raté d'avance. Bon. Quand en plus une partie de ces soldats sont des montagnards, d'autres des girondins, d'autres des sans-culottes, qu'ils se détestent tous, que vous ajoutez qu'un certain nombre vient là pour voler, pour piller, pour violer, vous vous rendez bien compte rapidement que les défaites que les Vendéens, parce qu'on va appeler maintenant les insurgés des Vendéens, bon, eux ils ne s'appellent pas Vendéens, mais bon, que les Vendéens infligent aux armées républicaines sont logiques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on rentre là dans une spirale qui est infernale. La lecture de la guerre de Vendée n'est une lecture que politique depuis Paris. Et cette lecture politique va donner l'incapacité, va rendre incapables les hommes politiques de la Convention de trouver les réponses adéquates. La seule réponse, ça sera d'envoyer les troupes sous la direction des sans-culottes et de les laisser mener la guerre à leur guise. Le résultat, ça sera ces violences dont on parlera bien sûr tout à l'heure, parce qu'elles sont absolument considérables, et c'est dans ce jeu politique-là qu'il y a, je dirais, l'explication de cette spirale de violence épouvantable qui a transformé la guerre de Vendée dans la guerre civile la plus meurtrière sur le territoire de la métropole. Alors, une insurrection qui se transforme en guerre, Oui. un double jeu à l'intérieur chez les révolutionnaires. Pourquoi ça se cristallise à Nantes alors? Et juin 93. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est logique que ça se cristallise à Nantes, oui, non. Hein, si vous voulez, ce qui s'est passé. Donc, on est parti avec cette insurrection qui d'un seul coup prend une ampleur considérable, qui se développe immédiatement parce que ce qui se produit surtout, c'est l'immense peur que cette guerre de Vendée répand dans tout le pays. Bon, les massacres de Machecoul, 200 personnes à peu près, sans doute mars-avril 1793, donc ce sont des républicains qui sont assassinés à Machecoul par les insurgés, s'est transformé dans l'ensemble du pays très rapidement en catastrophe abominable. On va parler de 800 morts. Donc ça marque les consciences et il va y avoir un exode des populations entre guillemets républicaines, protestantes notamment dans tout l'Ouest et notamment à Nantes. Et donc ça permet à ces armées catholiques et royales, c'est le nom qu'elles portent, de conquérir très rapidement tout un territoire, pour faire bref, de Fontenay à Saumur. Et puis, à chaque fois que ces armées, qui sont importantes, c'est 20 000, c'est 40 000 hommes, c'est pas rien. Elles n'ont aucune difficulté à lever des soldats. Pour des tas de raisons, non, parce que les insurgés
se sont rendus compte qu'en face d'eux, il n'y avait plus personne. Bon. Et qu'ils sont tous partie prenante dans cette histoire-là. Ils sont aussi entraînés parce qu'ils appartiennent à des paroisses. Ils sont liés aussi à des chefs qui se sont mis à leur tête et qui sont souvent des nobles locaux ou des gens qu'ils connaissent bien et qui savent parfaitement aussi que dans l'immédiat, c'est à leur avantage. Donc c'est logique qu'il y ait ce soulèvement-là. On a affaire aussi quand même, c'est quelque chose qu'on oublie, hein. Tous ces gens-là ont eu l'habitude tout le temps des soulèvements. Les soulèvements ruraux, ça fait 1000 ans que ça existe quand même. Bon. Donc il ne faut quand même pas voir les paysans de n'importe quelle province comme des gens accablés sous un poids qui les empêcherait de se révolter. On a au contraire des gens qui ont l'habitude de la révolte. Et ça va durer, grosso modo, jusqu'en 1840. Il faut attendre après 1850 pour que ça change. Donc on a affaire à des gens qui ont aussi des convictions. C'est-à-dire que ce sont des gens aussi pour qui la violence est importante. Quand on est opposé à son voisin, notamment pour des raisons politiques, religieuses, on a l'habitude de dire « toi, je te mangerai le foie, je marcherai dans ton sang ». Enfin, c'est quelque chose. On est dans un climat de guerre civile, quand même. Ça fait plusieurs années qu'on se bat entre voisins, jusqu'à mourir. Donc, c'est pas, ça vient pas du ciel, ça vient pas comme ça, c'est le résultat de ce mécontentement, de ces oppositions et de ces habitudes de violence. Alors donc, ces armées qui sont, on va pas rentrer dans trop de détails, mais qui sont pas des vraies armées, hein. Il y a 1000, 2000 hommes au grand maximum qui sont vraiment des bons soldats, mais vont conquérir malgré tout les villes. Ils envahissent Saumur, et ces armées envahissent Angers, se présentent à Nantes le 29 juin 1793, et là, sursaut républicain, les républicains résistent. Catilino, le généralissime, est blessé mortellement place Viarme, juste à côté. Voilà. Et en plus, Charette a fait défection. Enfin bon, donc là, les Vendéens reculent. Mais malgré tout ce qui se passe à Nantes là, c'est marginal, si j'ose dire. Tout le Sud-Loire va être sous le contrôle des Vendéens, pour faire bref, jusqu'en fin septembre 1793. Et ils organisent une région. Ils organisent des réquisitions, il y a des prisons pour les républicains, il y a une circulation monétaire, donc c'est vraiment une organisation. Et après alors, que se passe-t-il? Alors après, les révolutionnaires. Alors après, ce qui se passe, c'est ça. C'est le problème est que ce qui se passe à partir de juin, septembre, c'est l'arrivée, tout à l'heure je disais, Girondins montagnards. Ce qui se passe en définitive après juin, les Girondins, si vous connaissez bien votre histoire révolutionnaire, et je l'espère, les Girondins vont disparaître de la circulation, si je puis dire, puisqu'ils perdent le pouvoir et quelques-uns la vie, et le duo infernal auquel on pense jamais assez. Ce sont montagnards sans culottes. Et sans culottes, essayez de bien voir que les sans culottes, c'est pas seulement des braves types qui portent des pantalons et des vestes rayées, mais une partie d'entre eux, notamment à Paris, ont des ambitions politiques. Et ce qu'ils veulent, en définitive, c'est remplacer les montagnards. Ils estiment que la légitimité, c'est eux, et que c'est pas les montagnards. Donc il y a là un jeu politique auquel on ne fait jamais assez attention, qui fait notamment, et puis je ne rentrerai pas dans plus de détails, ça pourrait paraître surprenant, mais vous êtes obligé de me croire, c'est qu'à partir de juin-juillet 1793, le ministère de la guerre est confié dans son administration aux sans-culottes parisiens. Et que celui qui joue un rôle extrêmement important, c'est un jeune homme qui a 25 ans, qui est le secrétaire du ministère de la guerre. Et il est plus important que les ministres. Donc il y a là une rivalité entre sans-culottes et montagnards, et ce qui se passe, et là aussi je vais aller à toute vitesse quand même, c'est qu'arrivent, notamment à Saumur, des troupes qui sont commandées par les sans-culottes.
et qui obtiennent des pouvoirs extravagants. Et quand une opération est déclenchée, notamment à partir de Nantes, pas avec le général Canclot qui a sa place pas loin, un peu plus loin quand même, mais bon, qui est un homme important, les troupes qui partent de Nantes rentrent bien sûr par le département de la Vendée, les troupes qui partent de Saumur et de La Rochelle sont sous le commandement des sans-culottes, et là aussi vous êtes obligés de me croire, les généraux sans-culottes obligent leurs troupes à rétrograder. C'est-à-dire, on laisse les montagnards se faire battre. Donc il y a une succession de défaites en Vendée, des républicains en Vendée, parce que les sans-culottes n'ont pas fait la jonction. C'est essentiel de comprendre ça. L'objectif là, et puis un certain nombre de gens l'ont vu, enfin c'est pas une invention d'historien, c'est pas une déduction, ça c'est absolument clair. Donc il y a là le résultat immédiat, c'est l'éviction des généraux montagnards, qui sont remplacés tous par des généraux sans culottes. C'est-à-dire, toute la guerre de Vendée Sud-Loire est sous la direction des généraux sans culottes et des troupes sans culottes. Et les montagnards sont aux frontières et en Bretagne. Bon, sous la direction de Carnot, et après c'est Canclot y va. Donc on a affaire là à quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre, c'est-à-dire que la guerre d'un seul coup est devenue politique. Et ce qui va se produire immédiatement, c'est qu'il va y avoir une deuxième offensive lancée depuis Saumur et qui débouche à la mi-octobre 1793 sur cette gigantesque bataille à côté de Cholet qui fait que les républicains réussissent à écraser les Vendéens, mais qu'en même temps ces républicains sont tellement battus qu'ils ne peuvent pas complètement écraser les Vendéens qui partent donc, vous savez, jusqu'à Granville, c'est ce qu'on appelle la virée de Galerne, pendant 2 mois, et ces Vendéens sont extrêmement dangereux pendant 1 mois. Ils vont à Granville en écrasant systématiquement toutes les armées républicaines qu'ils voient. Bon, leur retour va être effroyable. Bon. Mais ce qui s'est produit là, à partir donc d'octobre et novembre 1793, si je le résume d'un mot, très brutalement, c'est que les sans-culottes ont disparu militairement. Et les sans-culottes n'ont plus les moyens, politiquement, d'être dangereux. Et ça se traduit par quoi à Paris? Parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et là, c'est pas Nantes qui est en cause dans les médias, c'est Paris. C'est qu'à Paris, Robespierre, Barrère, enfin les membres les plus importants du comité de salut public, vont éliminer, je pèse mes mots, vont éliminer les sans-culottes du pouvoir, avant de les éliminer physiquement en mars 1794, et ils vont instituer ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire, qui est le vrai gouvernement révolutionnaire. On supprime les élections et il n'y a que les membres du comité qui dirigent. On est dans une dictature, littéralement, au sens propre du terme. Et là, les sans-culottes ont perdu. Bon. Et ils ont vraiment perdu. Alors, moi, l'hypothèse, ça c'est une hypothèse. L'hypothèse que je fais, quand on connaît ce qui se passe à Paris, parce qu'on n'a pas affaire à des enfants de cœur, c'est que laisser les sans-culottes mener la guerre de Vendée comme ça, c'est, pour moi, la possibilité pour les montagnards d'être sûrs qu'ils vont être éliminés. Ils font le sale boulot, ils suppriment la contre-révolution en Vendée, et ils disparaissent de la circulation. Il y a 600 000 hommes en armes à ce moment-là. Il y en a à peu près 100 000, grosso modo, sur la Vendée, qui sont ces soldats pas contrôlés par Carnot, par le comité de salut public. Et donc là, on a l'élimination du groupe rival des montagnards. Et je ne vois pas, moi, d'autre analyse de la chose. Parce que ce qu'on a laissé faire aussi, pendant cette période-là, on a laissé faire le début des grandes atrocités. Bon, le retour de la virée de Galerne à Angers, deuxième siège d'Angers, décembre 1793, il y a grosso modo 3 000 à 4 000 morts en 3 jours. Bon, et c'est le moment où Carrier, que tout le monde connaît, montagnard sans culotte, il est entre les deux, celui-là. Plus proche sans doute enfin c'est un conventionnel, un député, mais proche de la sensibilité sans culotte, qui arrive ici et qui va donc lancer, on le sait, à partir de décembre, en utilisant le pouvoir qu'il a, mais sans en référer à la Convention, en organisant une répression
dont les effets les plus marquants, bien sûr, sont les fameuses noyades, dont on ne sait jamais le nombre de victimes, mais c'est sans doute entre 1800 et 4000 victimes entre fin novembre et début janvier 1794. Et c'est qu'il faut bien avoir en tête, parce que c'est ça la complexité de la chose, et c'est quelque chose qui est très difficile à cerner dans sa globalité. C'est Carrier, donc député de la Convention, envoyé ici décembre 93 et janvier 94, va être rappelé à Paris en février 1794 sur ordre de Robespierre qui veut débarrasser Nantes de Carrier. Donc on est là dans ces jeux d'alliances très compliqués, au moment aussi où le général Turreau, que tout le monde connaît bien sûr ici, qui vient, qui est lui aussi entre montagne et sans-culoterie, et qui va lancer les colonnes incendiaires, qu'on appelle depuis les colonnes infernales, avec l'agrément de Carnot, qui se contente de lui dire « Nous te connaissons, général, on sait que tu vas respecter les lois ». Et les lois, c'est notamment une loi du 1er août 1793 qui dit qu'il faut exterminer les brigands de la Vendée, c'est les termes exacts de la loi, il faut incendier les bois et les fourrer, notamment autour des grandes voies, et qu'il faut, de mémoire c'est l'article 8, protéger les femmes, les enfants et les vieillards. Et qu'en même temps, on a pris des mesures pour protéger les biens des Vendéens républicains. Donc on est là dans ce jeu qui est extrêmement complexe. Les colonnes infernales vont servir de janvier à mars 1794, avant que Turreau soit aussi contraint d'abandonner son pouvoir. Et à partir, on peut dire, d'avril 1794, on rentre là dans une espèce de statu quo, avant qu'on entame une espèce de pacification lente qui débouche sur cette pacification très étonnante de février 1795, où la République signe un traité de paix avec Charette pour accorder une espèce d'autonomie religieuse et politique aux Vendéens. On a fait le tour provisoirement. Bien, on a une très bonne leçon d'histoire. Très bonne leçon d'histoire. Alors, allez-y, prenez un peu de répit aussi. Un peu de répit. Comment, à partir de toute cette succession d'événements, alors, il y a à la fois le machiavélisme et le jeu politique chez les révolutionnaires. D'un autre côté, les insurgés qui s'organisent, qui combattent et qui ne sont pas très tendres non plus. Comment, à partir de là, à partir de ces événements, dès les années suivantes, se construisent les mémoires, le souvenir? Comment est-ce ce processus qui se prolonge là jusqu'à ce cycle qui se termine Bon, alors, il faut parler de la chose la plus dramatique, parce qu'autrement on ne comprend rien. Je disais tout à l'heure, la guerre civile a commencé dans tout l'Ouest dès 1791. On est dans cette position-là. La guerre s'est radicalisée fin 1793 et début 1794 avec les colonnes infernales. Et ensuite, il y a donc la chouannerie qui va prendre en quelque sorte le relais au nord de la Loire avec les résurrections chouanes en 1795, 1797 et surtout 1799. Nantes est envahie par les Chouans en 1799, il ne faut jamais l'oublier. Et là aussi, la France a failli basculer. Mais le résultat dramatique de cette histoire-là, c'est que on peut penser que les événements militaires, avec toutes les conséquences, qui se sont déroulés au sud de la Loire, ont provoqué sans doute 170 000 à 200 000 morts, ce qui est extrêmement important. Donc, si on ajoute 30 000 morts dans les armées républicaines, on arrive à 200 000 morts. Alors, il faut en parler, parce que c'est une question qui encore aujourd'hui anime beaucoup les polémiques. Pendant très longtemps, ces chiffres ont été minimisés et inconnus. Depuis 1985, très exactement, c'est notamment Rénal Séché qui va lancer vraiment la discussion avec sa thèse pour dire qu'il s'agit d'un génocide et qui a fait grosso modo 116 000 ou 117 000 morts.
Bon, moi, je soutiens ma thèse un an après en disant ce n'est pas un génocide et je compte 200 000 morts, 220 000. Bon. Donc ça posait quand même question. Et on a passé 30 ans à échanger des mots doux pour arriver à une position qui n'est pas une position d'agrément. Si j'ai continué à parler de génocide, moi je considère toujours qu'il ne s'agit pas d'un génocide, mais on est bien d'accord, il y a eu des crimes de guerre. On ne va pas se voiler la face, c'est ça ce qui s'est passé. Il y a eu des crimes de guerre, et le chiffre sur lequel une espèce de consensus arrive, c'est de dire les chiffres que j'ai cités, total 200 000 morts. Sur le fond, on n'en sait rien. Et c'est quasiment impossible de vérifier. Il n'y a pas beaucoup d'archivements. Mais ce qui est l'essentiel, c'est ce chiffre, sans doute vrai. Le résultat, malgré tout, c'est que ça a profondément marqué les populations. Dans le Sud-Loire, bien sûr, mais au Nord-Loire, il y avait aussi les mêmes, avec moins de gravité, mais quand même beaucoup de morts, et qu'il y a eu immédiatement des cultes rendus aux personnes tuées. Alors, on le sait notamment en Vendée, c'est la Tuile-Évrière à côté des Lucs, c'est le Marillet dans les Mauges, donc il va y avoir, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, un culte des martyrs, puisque ce qui est dit immédiatement de la part des curés qui sont là, c'est qu'il s'agit bien du retour des persécutions des chrétiens de l'Église antique. Donc on est là dans un martyrologe immédiat. Donc, la lecture religieuse s'impose, ça pouvait se comprendre aisément, et il y a là le développement d'une culture une culture du deuil, bon, qui, par-dessus le marché, va se retrouver aussi du côté des républicains. C'est ce qu'il faut quand même pas oublier, même si on a un peu oublié, c'est que les républicains, immédiatement aussi, exaltent leurs héros. En citer qu'un, mais c'est le tambour bara, invention de Robespierre de 1794, mais qui devient un héros qui sera quand même présenté notamment dans les casernes et les écoles jusque dans les années 1960. Donc c'est pas mal. Donc il y a bien une culture républicaine qui se met en place devant une culture qu'on va dire vendéenne, qu'on va dire royaliste, qu'on va dire contre-révolutionnaire. Et cette culture-là, elle va en quelque sorte marquer tellement la région, elle va surtout être diffusée dans l'ensemble du pays et dans l'ensemble de l'Europe extrêmement rapidement, parce qu'il y aura la mort de Charette et de Stofflet en 1796, parce qu'il y aura le soulèvement de 1799, et puis parce qu'il y aura, alors ça c'est quelque chose d'essentiel, 1815, les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin. Et là, d'un seul coup, la Vendée devient l'exemple devant l'Europe d'une terre religieuse, contre-révolutionnaire, dans laquelle il y avait des liens étroits entre la paysannerie et les propriétaires terriens. Et c'est l'Église qui essentiellement diffuse. L'Église, j'aime pas le mot. Non, l'Église, j'aime pas le mot. Les prêtres, les curés locaux, les communautés qui forment là, l'Église va être l'Église institutionnelle. L'institution est extrêmement réservée vis-à-vis des souvenirs de la guerre de Vendée, parce que des communautés naissent, je pense à Torfou, je pense à Chevalier-en-Paillé, qui vont avoir des sensibilités. Il y aura des couvents qui vont être fondés sur autour de prêtres qui ont traversé la guerre de Vendée, et que l'Église va récupérer seulement dans les années 1830. Bon, il y a une ferveur religieuse extraordinaire, et une ferveur religieuse qui correspond à cette ferveur religieuse qui existait avant en Bretagne et au Sud-Loire, et qui s'opposait aussi, on peut le dire comme ça, je n'en ai pas parlé, à le courant qui était majoritaire dans l'institution ecclésiastique, qui était un courant, je ne vais pas dire jansénisant, mais quand même qui n'admettait pas trop tout ce qui pouvait paraître comme superstition. Or, la guerre de Vendée, précisément, permet de dire que cette religion populaire, ce lien entre les familles et le curé, cette immédiateté de contact, a permis à ce mouvement
de prendre cette ampleur-là. Donc, ce qui sort de la guerre de Vendée, c'est ce culte des martyrs, c'est ce culte d'une religiosité très vive, et quand même un petit peu en marge de l'Église officielle et de la royauté officielle, qui n'en veut pas trop quand même, parce que ce sont les ultras du royalisme qui veulent, là aussi, garder leur liberté, ce qu'on leur fait abandonner, en définitive. D'où ceux qui vont créer la petite église qui ne veulent pas du concordat. Alors comment ce récit contre-révolutionnaire, ce récit vendéen, entre guillemets, se poursuit-il au fil du 19e? Alors moi, je vais Quelles vous sont dire, les étapes? il y a deux choses, ne jamais oublier. Récit vendéen, vous avez raison. Récit républicain aussi. Parce que c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que le siège de Nantes est notamment immédiatement popularisé dans toute l'Europe dès 1795 par des gravures hollandaises. Ce qui se passe en Vendée intéresse toute l'Europe immédiatement. Ça, c'est évident. Bon. Donc, il y a quelque chose là qui se met en place et qui est, en quelque sorte là, bien perçu autant par les républicains qui veulent défendre le souvenir de la République et des martyrs républicains, et qui veulent aussi mettre sur tous les massacres sur le dos de Robespierre et des sans-culottes. Ce n'est pas la République qui a fait ça, ce sont les extrémistes républicains qui sont responsables des massacres. Et ça va durer, grosso modo, jusqu'en 1910, cette conception-là des choses. Bon. Et à l'inverse, il va donc y avoir, notamment avec la marquise de la Roche-Jacquelin, mais ensuite relayé, quand même, ne jamais l'oublier, par le passage à Nantes de la duchesse de Berry, 1828 d'abord, 1832 surtout, quand elle va relancer en quelque sorte une guerre de Vendée. Ça va tourner mal immédiatement, mais malgré tout la duchesse de Berry d'abord est solidement appuyée par les élites nantaises. Et puis ce qu'il faut bien voir avec la duchesse de Berry, c'est que quand elle est expulsée en Italie, elle anime un véritable réseau, une internationale blanche, je n'exagère pas, hein, une internationale blanche qui va se battre au Portugal, en Espagne, en Italie, et qui mobilise véritablement toute la jeunesse royaliste contre-révolutionnaire de France, du Canada, d'Allemagne, etc. Donc on a là la possibilité de voir la Vendée comme la terre de la fidélité. Bon, on est dans les années 1830, avec les combats politiques qui se mènent à Nantes en 1830 et les procès des partisans de la duchesse de Berry à ce moment-là. Donc c'est un climat extrêmement tendu. Si on va très vite, 1850, 1860, le jeu politique est un peu calmé, sauf qu'il est ranimé quand Napoléon III soutient Cavour, le Piémont, contre les États du pape, et que là, on va d'un seul coup relancer le souvenir de la guerre de Vendée avec les oeuvres pontificaux. Et puis on débouche, si j'ose dire très logiquement, sur 1870, donc la Troisième République, et 1880, la naissance du 14 juillet, et là, le développement extraordinaire d'une propagande républicaine. C'est-à-dire, bon, pour prendre un seul exemple que vous connaissez certainement, le tableau extraordinaire de 6 mètres sur 5 qui est au musée de Cholet, les massacres de Machecou, où on voit Charette et les Amazones se promener au milieu, dans les douves du château, avec le prêtre émasculé, les femmes violées, le soldat tué. C'est une horreur absolue. Donc, et ça, c'est 1884. Donc on a un langage républicain extraordinairement violent, à quoi répond bien sûr la propagande contre-révolutionnaire. C'est tous les tableaux qui vont exalter la mort de Charette place Viarme, enfin tout ce légendaire-là, qui vraiment mobilise. Et qui mobilise, on est en 1880. Pardon, je vous interromps, mais est-ce qu'on est tout de suite, vous venez d'employer le terme de légendaire, est-ce qu'on est tout de suite, Des deux côtés, on est dans le légendaire. Tout le monde fait des légendes. Bien sûr. Barra, c'est une légende. Bon. On va utiliser comme ça, on rentre là dans c'est même pas des interprétations, des mémoires qui vont être suscitées, mais même au risque que ça vous choque, moi ça ne me dérange pas. C'est déjà de la communication. Non.
Non. Que communication, c'est connoté de... Oui, dans certains cas, si vous voulez. Mais moi, je dirais, c'est d'abord une mémoire. C'est d'abord une mémoire locale, et cette mémoire locale est utilisée politiquement. Là, on va rentrer dans la communication, si vous voulez, pour mobiliser les gens de l'Europe autour de la Vendée. Bon, si vous voulez, on va le dire comme ça. Et puis, c'est aussi une mémoire artistique. 1830-1840, tous les tableaux, notamment qui se trouvent au musée de Nantes, le montrent aisément. Il va y avoir là aussi un légendaire extraordinaire qui va se traduire par les tableaux, qui va se traduire aussi. J'ai le roman de Balzac, Les Chouans, que vous connaissez. Les Chouans, Balzac est royaliste. Il présente les paysans bretons, marche à terre, comme une brute absolue. Bon. Et quand même, ce royaliste qui défend l'idée monarchique va présenter les partisans de la monarchie comme des brutes sanguinaires. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut bien voir aussi. C'est pas seulement de la com. On est dans une sensibilité, des sensibilités contradictoires. Et le romantisme passe par là pour donner tout cet élan à la guerre de Vendée et surtout à la chouannerie. Donc, mais 1880, on rentre vraiment dans un jeu politique. Là, c'est vraiment l'opposition. L'Église institutionnelle s'empare des choses, va lancer des enquêtes paroissiales, et là, on rentre entre légende et histoire. Parce qu'on recueille les récits. On va véritablement bâtir des sources. Bon. Et il y a là non seulement une mobilisation des mémoires, mais aussi une mobilisation sociale. Et ça, pour moi, c'est encore plus important. Parce que 1870-1880, c'est le moment où il y a le premier, un des premiers exodes des paysans vers les villes. Et ce qui va se produire là, c'est que les élites nobles notables de la Vendée vont vouloir garder sur place les populations. Et donc, il va y avoir vraiment une aide qui va être donnée aux populations rurales pour rester. Les nobles avaient déjà introduit les vaches Ménanjou, avaient déjà développé des écoles d'agriculture, avaient incité les paysans à se regrouper dans des mutuelles pour se protéger de l'incendie. Et il va y avoir là une mobilisation sociale qui va se développer continuellement et qui va aussi pousser à la création d'ateliers. Des ateliers industriels dans les campagnes qui font que dans les campagnes où il y a déjà trop d'hommes, on va pouvoir envoyer les excédents de population de main-d'œuvre dans les ateliers, et notamment les femmes et les filles, dans des ateliers où les crucifix sont à leur place sur les murs, où elles n'ont rien à craindre d'atteinte à leur dignité. Et il y aura aussi le renforcement d'une agriculture productiviste, notamment en utilisant le chou fourragé. Et c'est de là aussi, 1880-1900, qu'il va y avoir ce maintien d'une population rurale dans le sud de la Loire, qui fait qu'aujourd'hui encore, c'est la zone du sud de la Loire, c'est la première zone rurale de France pour sa densité. Bon, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une cohésion qui fonctionne complètement, avec des curés qui sont, j'ose le mot, progressistes, au sens où ils sont liés à la diffusion du progrès. J'ai en tête la commune de Montbert au sud de Nantes, que vous connaissez bien sûr, qui est un exemple extraordinaire de cette mobilisation, où on pousse les paysans à innover. On n'est pas dans l'agriculture traditionnelle, on est au contraire dans une agriculture modernisée. On va pour faire rentrer les paysans dans une économie nationale, ce qu'on va trouver dans le Finistère Nord au même moment pour les mêmes raisons. Et il y a là quelque chose qui, bien sûr, débouche aussi sur je vais être bourdieusien, très sociologue, mais la fabrication d'une élite paysanne, autochtone, locale, passant par les presbytères, et puis passant par la jeunesse agricole, catholique. Voilà. Et on a la naissance de la Jacques. Bien sûr. Bon,
Et là, on voit, dès les années 1900, naître une nouvelle sensibilité catholique de jeunes gens qui sont des paysans, qui sont des gens du coin, et qui d'ailleurs vont s'individualiser vis-à-vis des notables et des nobles. Et on est presque arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Un mot peut-être quand même sur le rôle qu'a joué, que joue encore le souvenir vendéen. Ah, qui joue toujours. Souvenir, alors, bon, 1932. 1932, naissance de souvenir vendéen. Je vais le dire simplement, en 5 ans après la condamnation de l'action française par le pape. Et ça me semble extrêmement important. Et 1932, 100e anniversaire de l'épopée de la duchesse de Berry à Nantes. Et donc, un petit groupe va décider, en analogie avec le souvenir français, de créer une association pour défendre le souvenir de la guerre de Vendée et défendre ses valeurs catholiques et rurales. Bon, parce que la Première Guerre mondiale est passée par là, il y a bien eu la fusion dans les armées de la droite et de la gauche. Bon, l'exemple, c'est notamment toutes les troupes choltaises qui se battent à Verdun, les troupes de Fontenay qui sont dans la tranchée des baïonnettes. Donc, il y a eu une fusion nationale. Donc, on va insister davantage sur la défense du catholicisme et de la ruralité, et sur la défense d'une région qui doit être une région modèle pour le développement de la France à venir. Bon. Et ce souvenir vendéen, on va, à partir de notables qui sont bien implantés dans tout le territoire, va avoir immédiatement je dirais une efficacité assez importante, puisque ce sont ce groupe-là qui va organiser la grande cérémonie de 1937, quand on inaugure à Cholet la statue du Chouan, que vous retrouvez aujourd'hui mutilée dans le musée de Cholet. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque la région, mais je dirais qu'il faut voir le souvenir vendéen en lien avec le sénateur Léopold Robert Joriol. Enfin, c'est vraiment tout cet ensemble. La Deuxième Guerre mondiale fait malgré tout quelque chose, qu'on fait une rupture indiscutable, puisque ce que tous ces gens qui voulaient défendre la région de Vendée attendaient du maréchal Pétain, c'était la reconnaissance de la région Vendée. Et c'est la première élaboration du blason de la Vendée. Le résultat, c'est que Vichy ne les suit pas. Il n'y aura pas de création d'une région Vendée. On admet que la Vendée départementale soit particulière, mais il n'y a pas cette autonomie, en quelque sorte, cette reconnaissance historique de la région Vendée. Et puis ensuite, le passage de Vichy vraiment vers la collaboration et le soutien de l'Allemagne nazie éloigne, je le dis aussi simplement, les membres du souvenir vendéen et Jean Yol du gouvernement de Vichy. Parce que là, c'est pas possible. L'athéisme de Hitler ne peut pas passer. Bon. Mais malgré tout, 1945, bien sûr, fait que tous les gens qui ont été compromis avec le maréchal Pétain vont perdre la possibilité d'être réélus ou même, à un moment donné, leur statut de citoyen français. Et donc, il y a cette espèce de creux qui va se produire en fin de la guerre, mais à partir des années 1960-1970, on voit bien que le renouveau du souvenir est présent, et ce renouveau du souvenir s'allie avec aussi, et ça me semble absolument essentiel, une autre lecture de la guerre de Vendée et de la région Vendée, puisque la région Vendée, c'est une région rurale, qui développe une économie qui fonctionne bien et qui n'est pas liée avec des grandes industries et qui permet d'échapper à la crise. Vous avez reconnu, bien sûr, l'émission Vive la crise de 1984, dans laquelle Yves Montand fait venir, a en face lui comme interlocuteur Anne Trou pour les chantiers navals et Philippe de Villiers pour le spectacle du Puy du Fou. Bon. Et là, ça veut dire que la Vendée, c'est d'un seul coup la critique du développement industriel français, la critique de la République autoritaire et centraliste,
et une idée aussi d'une écologie, l'écologie née à gauche et l'écologie née largement aussi à droite. Donc on a affaire là à quelque chose qui permet à la Vendée d'avoir d'un seul coup un rayonnement beaucoup plus grand. Puis 1984-85, vous n'êtes pas sans ignorer bien sûr que Solzhenitsyn est passé auparavant à Apostrophe pour parler du goulag, et que là d'un seul coup, le rapprochement est fait immédiatement entre la révolution russe, la révolution française, le goulag et la guerre de Vendée. Et on arrive là aux années 1980. Un des marqueurs des années 80, comme vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la thèse de Renald Séché. Fin 85. Fin 1985. Il y a eu 8 ans plus tôt, donc, vous venez de parler du fondateur, la création, la naissance du Puy du Fou, avec pour décor ce château brûlé par les colonnes de Turow. Quel rôle joue le Puy du Fou et la figure de Philippe de Villiers dans la modernisation de cette mémoire vendéenne? Et est-ce que c'est intimement lié justement à l'aspect économique, cette espèce d'autonomie, l'isola vendéen? Il y a plusieurs réponses à donner. Il y a plusieurs réponses. La première chose, c'est que ça rentre d'abord dans une grande habitude, et ça, il ne faut jamais l'oublier aussi, pour tous les gens qui sont nés dans cette région, ce que je vais dire, ce n'est pas surprenant, de mobilisation paroissiale. Bon, toutes les paroisses ont fonctionné avec des fêtes, et notamment dans toute la zone vendéenne, avec des fêtes qui rappelaient régulièrement les martyrs des uns et des autres. Bon, donc, quand le spectacle du Puy du Fou est inventé en 1977, il rentre bien sûr d'abord dans ces longues traditions spectaculaires et dans ces longues traditions de mobilisation. Il arrive aussi à un moment où il y a effectivement certainement une crise dans les consciences nationales de cette rupture de l'histoire, et du fait que les nouvelles générations ont envie de se réapproprier la chose. Vous savez aussi bien que moi aussi que ça correspond aussi à un moment où la rénovation de la droite traditionnelle passe par la réappropriation des thèses de Gramsci. On va citer Bourdieu, on va citer Gramsci, ça va faire sérieux, mais c'est-à-dire que c'est par la culture, par le contrôle de la culture, qu'on va pouvoir mobiliser politiquement. Et c'est finalement extrêmement juste et extrêmement important. Bon, donc il y a là cette conjonction, et il y a bien sûr quelque chose qui se met en place aussi, c'est que c'est le moment, donc je disais tout à l'heure, de Solzhenitsyn, c'est le moment de la crise de la gauche, parce que c'est le moment où la séparation PS-PC est en train de se manifester d'une façon forte. Il n'y a pas eu de commémoration de la Commune de Paris, notamment, et puis Mitterrand arrive progressivement au pouvoir. Donc on est dans un climat de mobilisation générale, et je dirais, s'il n'y a rien d'étonnant dans cette histoire-là, que ça se passe en plus au Puy du Fou, parce que le château du Puy du Fou est un musée départemental, qui est un écomusée, et qui a été créé à ce moment-là dans la tradition de Georges-Henri Rivière, c'est-à-dire pour faire un écomusée, c'est-à-dire un musée qui permet de rendre compte du système écologique de tout le département vendéen. On n'est pas dans un musée traditionnel, donc on allie l'écologie déjà à l'histoire, à la culture, etc. Donc quand Philippe de Villiers lance ça, il y a une espèce de cohérence générale dans le projet. Pour dire les choses aussi très simplement, je rencontre à ce moment-là le directeur de l'écomusée, Francis Ribémont, et je vais être le commissaire de l'exposition de 1983 sur les traces de la guerre de Vendée, dans les traces de la mémoire de la guerre de Vendée. D'un seul coup, j'ai oublié le titre. Mais bon, donc on organise cette exposition en 1983, et je dirais que je n'ai personnellement pas de problème en 1983
à diriger cette exposition. Bon, ce qui va se produire, c'est qu'il y a deux choses qui se produisent concomitamment. C'est d'une part le succès inouï du spectacle. Ça, on ne rentrera pas dans les aspects administratifs, mais le succès est immédiat. Et ça, c'est absolument prodigieux. Jusqu'en 1994, où il y a ce basculement complet avec la mise en place des gradins en béton et la naissance du parcours, où là, on va changer, à mon sens, du fonctionnement même de l'organisation du Puy du Fou et de la mise en quelque sorte en second plan du spectacle qui était la cinécénie. Donc il y a ce succès-là. Et puis d'autre part, il va y avoir en quelque sorte aussi l'effacement de l'autonomie de l'écomusée, je le dis là aussi simplement, qui va vraiment s'intégrer dans le spectacle du Puy du Fou, et que ce spectacle du Puy du Fou se rallie d'abord aux thèses de Séché, ensuite aux thèses d'Alain Gérard, et que là, pour le dire aussi simplement, je suis totalement exclu de la chose. Bon, mais ça fait partie de la vie, ça, c'est normal. Bon. Donc, on a affaire là à quelque chose qui est à la fois porté par la communauté puy-folaise, et qui a joué un rôle absolument évident, et puis par une réussite industrielle, commerciale, spectaculaire, qui là repose aussi sur un savoir-faire. On ne va pas se dire autre chose. Enfin, je le dis sérieusement aussi, c'est le savoir-faire de ce spectacle, il est fabuleux. Point. Bon, on n'aime pas, c'est autre chose, mais c'est quand même une réussite qui exténue systématiquement tous les autres spectacles. Il y avait d'autres spectacles au même moment que, ce que vous voulez, le spectacle du Nord-sur-Aire d'un côté, du spectacle du Puy du Fou, ça écrase complètement. Bon, et avec des gens qui savent y faire et qui organisent des choses. Bon. Après 1994, on change de régime. Et moi, je dirais là aussi très simplement, il me semble que là, il y a, pour moi, dissociation. C'est un peu la thèse du livre, des 2 chapitres que j'ai ajoutés. Il y a pour moi dissociation entre le souvenir de la guerre de Vendée et le parcours du Puy du Fou et de l'association. Et que là, il y a 2 voies qui se séparent, parce que Philippe de Villiers a une carrière politique personnelle et nationale, parce que le Puy du Fou a une trajectoire commerciale qui excède, qui devient mondiale et qui n'est plus seulement locale, et puis parce que c'est pas trahir un secret de dire qu'il y a eu toutes les querelles au sein du Puy du Fou. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Hein. Mais je constate ce qui s'est passé, et on voit bien, en revanche, et c'est là-dessus que je termine les 2 chapitres que j'ai faits, en disant 2 choses. La première chose, c'est que dans ces années 2000-2018, il y a indiscutablement cette espèce de succès des souvenirs de la Vendée dans tout le Sud-Loire. On peut en dire ce qu'on veut. Hein. On peut ne pas aimer, on peut détester ça. La question n'est pas là. C'est évident quand on voit tous les lieux qui sont aujourd'hui marqués par les souvenirs, vrais ou faux. Hein, mais là aussi, c'est comme ça. Bon, on organise des visites, on organise des balades touristiques, évidemment maintenant avec les smartphones. Bon, c'est quand même le souvenir des guerres de Vendée qui est devenu un marqueur. Bon, c'est ça, c'est une évidence. Hein, on n'y peut rien. Et en même temps, deuxième chose, mais j'en ajouterai une troisième. Deuxième chose, c'est qu'à côté de l'évolution du Puy du Fou, il y a, pour autant que je le vois, le maintien des traditions militantes. Là aussi, on en pense ce qu'on en veut. Le souvenir vendéen, l'association Vendée Militaire continue de mettre des plaques, continue d'animer des cérémonies. Il n'y a pas forcément beaucoup de présents, mais peu importe. Ce sont des associations vivantes. Là aussi, sans vexer personne. Moi, c'est pour moi une constatation. Il y a 2 ans, sauf erreur, Fertou donne des noms de rues à 3 victimes de la Révolution. Et je trouve que c'est assez extraordinaire. Un général républicain, 2 généraux vendéens qui ont été tous les 3 fusillés ou exécutés par les révolutionnaires.
c'est un beau clin d'œil. Bon, ça m'amuse, et deux nobles et un notable, et le républicain était noble. Bon, donc, mais je trouve ça assez amusant de voir à quel point c'est rentré dans le paysage. Dernière chose, et ça c'est le point d'interrogation qui me tracasse le plus, c'est personnel. J'ai commencé il y a 40 ans dans un paysage rural, à rencontrer des gens qui avaient mon âge, à ce moment-là, qui avaient des traditions familiales, qui avaient des papiers, enfin c'était assez extraordinaire. J'ai fait de très belles rencontres, bon, sur des chemins qui étaient marqués par des croix, par des chapelles, par des sanctuaires. Bon, on identifiait, on ne pouvait pas se tromper. On faisait 10 mètres et on butait sur la guerre de Vendée. Quand je traverse aujourd'hui, à toute vitesse, 125 km, pas plus quand même, les autoroutes ou les 4 voies de la Vendée, le paysage a été uniformisé. Les banlieues se ressemblent toutes, je ne juge pas, je ne juge personne, hein, bon. Mais le réseau viaire a oublié complètement tout ce qui était précisément ce paysage né de la guerre, c'est fini, et les souvenirs de la guerre ont disparu. Et le paysage qu'on a devant les yeux, bon, c'est sans doute la nostalgie de quelqu'un qui a un certain âge, mais il n'y a plus de bocage, il y a des usines hyper sophistiquées. On est rentré dans un autre monde, et il me semble que là, de ce point de vue-là, la Vendée se rétrécit, je le dis comme ça, c'est un peu de la provocation, la Vendée se rétrécit au Luc, à l'Historial, ou au musée de Cholet, et que là, ce qui faisait la trame du souvenir, de la mémoire de la guerre de Vendée, a certainement changé, disparu. C'est un point d'interrogation. Et avant de passer aux questions du public, la mémoire républicaine dans tout cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Le mort. La mémoire républicaine, elle dure, moi je dirais, on l'identifie assez clairement jusqu'en 1905-1910. La mémoire républicaine, c'est notamment celle qui crée à Murs-sous-Érigné le monument aux gens qui sont précipités dans la vallée de la Loire et qui sont morts. La mémoire républicaine, elle s'est concentrée dans les villes pendant très longtemps, et la mémoire républicaine a toujours été divisée. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su quoi faire des noyades de Nantes, on n'a jamais su quoi faire des colonnes infernales, qu'on a rejetées donc sur des sans-culottes, ce qui était vrai, et sur Robespierre, ça peut se discuter, mais il a eu sa responsabilité. Et donc, il y avait là cette gêne qui était marquée. Et je dirais, plus gravement, moi, la position que je défends, c'est de dire qu'en aucun cas, la France républicaine n'a réussi à faire son deuil des luttes intestines qui ont permis la guerre de Vendée. C'est compliqué ce que je viens de dire. Ce que je veux dire là, c'est que la France républicaine, la Troisième République, est une république qui ne veut pas de révolution. C'est ça, l'essentiel. Une république sans révolution. Donc on va bannir les socialistes les plus marqués, on va bannir bien sûr après le Parti communiste, on va bannir tous ceux qui sont les exagérés de l'ultra-gauche, et comme on les bannit, on ne veut pas en quelque sorte régler clairement le passé qui ne passe pas, puisque de l'autre côté, en quelque sorte, la mémoire contre-révolutionnaire dit c'est toute la révolution qui est responsable de la guerre de Vendée et des massacres. Et c'est normal qu'ils disent ça, bon, c'est logique. Et en face, il y a cet embarras à dire c'est nous, c'est pas nous. Bon. Et donc, il y a cette incapacité à déterminer des responsabilités, cette incapacité à désigner véritablement des responsables et à dire clairement ce qui s'est passé. Et c'est là-dessus qu'on vit encore, d'autant plus qu'après la Première Guerre mondiale, cette union des Vendéens, enfin de la droite traditionnelle et de la République, on a en quelque sorte mis un peu tout ça sous le tapis. Bon, c'est quand ça ressort dans les années 70, ça ressort mal, parce qu'effectivement,
les traditions républicaines ont été mises à mal par les critiques venus de la gauche, que la Troisième République, c'est la République de la SFIO. Évidemment, ça pose problème. Et donc, ça aggrave cette incapacité à dire les choses clairement. Bon, ça veut dire que les républicains là-dessus sont, à mon avis, beaucoup trop silencieux. Sauf certains cadres. Ce que je vais dire, c'est pas du tout une flagornerie. 1994, la cérémonie que Jean-Marc Ayrault organise, Place Diam, dans laquelle j'interviens pour rappeler la bataille de Nantes, j'ai trouvé que c'était vraiment une initiative qui était extrêmement importante. Bon, le même jour, on a rappelé la bataille de Nantes, et il y a eu, en lien avec le souvenir vendéen, j'y étais, j'ai d'une corbeille de fleurs en Loire sur le pont d'Audine, évidemment. Bon, donc on est là, rentré pour moi dans ce qui est l'essentiel, c'est non pas d'être d'accord, on va pas être d'accord, bon, non pas de trouver un terrain d'entente, c'est pas possible, mais au moins que chacun puisse dire et écouter l'autre. Bon, si on fait ça, on n'aura rien perdu et on aura certainement là permis d'avancer un peu dans cette nécessaire reconnaissance mutuelle. Moi, c'est ça seulement que je vise. Il y a encore du travail pour les historiens, alors. Oui, mais pour les politiques. Philippe ? Oui, enfin, je pense que vous avez dit l'essentiel et que l'intérêt, c'est de débattre avec nos amis. Juste, il se trouve que cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec le vice-président de la région, qui est le précédent maire de Vertou. Et on a parlé un petit peu de votre venue. Ce sont les jours ? Oui, c'est ça, Laurent Lejour. Et qu'on a parlé de cette affaire des 3 rues. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui m'a dit c'est pas spontané le baptême de ces 3 rues. C'est parce qu'il y a eu une pression, on va le dire gentiment, mais du souvenir vendéen. Donc, ça veut dire que l'association continue à porter la mémoire de... Voilà. Je vous demande pardon quand même. Moi, je n'ai jamais vu des municipalités composées d'un certain nombre de gens se soumettre comme ça à des groupes de pression. Il n'a pas dit pression. Il n'a pas dit pression. C'était une suggestion. Oui, c'est une suggestion, mais ça veut dire que la municipalité et la majorité des conseillers municipaux l'ont accepté. Absolument. Bon, voilà. Bon, tout à fait. Mais qu'il y ait effectivement une action du souvenir vendéen, c'est une évidence, qu'il y ait une action de Vendée militaire, notamment dans les Mouches, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, mais ça, c'est une évidence. Alors, juste simplement, avant de passer la parole à la salle, peut-être aussi revenir sur cette période que vous avez ajoutée dans votre ouvrage, sur justement l'utilisation de nouveaux moyens de communication pour raconter, je dirais, un petit peu cette histoire et ses souvenirs. Vous parlez du film Vente Galerne, et quelque part, ce que j'ai compris de ce que vous écrivez, c'est quand même qu'on n'est pas loin de la fake news dans un certain nombre de ces tentatives, non ? Je crois que vous-même, vous avez utilisé ce mot-là. Oui, non, mais est-ce que je vais dire que... Écoutez, soyons clairs. Aujourd'hui, on dit fake news. Bon. L'invention de la Vendée est une fake news. Bon, on va commencer quand même par ça. Quand des montagnards disent à Paris, ce sont les Girondins qui trahissent, et ça s'appelle la guerre de Vendée, moi je dis chapeau. C'est archi faux. Bon, c'est tout. Bon. Et que mais moi ça ne me dérange pas. La guerre de 70, vous savez parfaitement que Bismarck crée une fake news en faisant croire aux Français que l'empereur n'a fait recevoir l'ambassadeur français que par le 3e officier de liaison de... Bon, et les Français automatiquement déclarent la guerre. Bon, nous vivons sur des légendes, nous vivons sur des choses fausses, que les historiens sont chargés soit de contredire, soit de reproduire.
parce que bon, il ne faut pas rêver non plus. Bon. Donc, on fonctionne là-dessus, moi ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que nous vivons tout le temps là-dessus. Bon. Après, on essaie de comprendre comment ça marche. Bon. Donc, oui, moi je... Mais vraiment, c'est pas un problème. Il faut simplement comprendre que ce qui a été inventé crée des situations qui deviennent irrémédiables. Quand vous créez la guerre de Vendée, vous créez quelque chose qui d'un seul coup échappe à votre pouvoir et vous créez une situation où il va y avoir de sortes de morts. Après, c'est fini. On est rentré dans une situation qui échappe à tout le monde et qui va produire ce qu'elle produit aujourd'hui. Donc, bon, il faut simplement accepter que tout ça, ait existé, qu'il n'y a rien de faux, puisque c'est devenu une mémoire, que c'est devenu le ferment de conviction, et que c'est enraciné dans une réalité dramatique. Non, voilà. C'est aussi pour ça que je dis, il faut essayer de faire le deuil de tout ça et mettre tout ça sur la table. C'est pas chercher de dire qu'il y a une vérité intangible à laquelle il faudrait se soumettre, c'est simplement essayer de comprendre comment des traditions sont nées et que ces traditions ont créé jusqu'à aujourd'hui, demain on verra, jusqu'à aujourd'hui des modalités d'action et des identifications de groupes qui sont actives. Et au passage, là aussi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Excusez-moi de je prends la parole un tout petit peu plus. Pour moi, je le dis, c'est pas du cynisme. Hein. Cette mobilisation réciproque a donné à cette région à laquelle je joindrai toute la Bretagne, a donné à toute cette région un dynamisme politique, des capacités d'engagement des populations, de mobilisation, qui sont exceptionnelles. C'est là-dessus que nous vivons. Bon. Et c'est ça qui a permis, qui a donné cette réalité sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Bon, il faut aussi en prendre compte, et il faut l'accepter comme ça. C'est la suite, involontaire bien sûr, heureusement, des guerres de Vendée et des guerres de l'Ouest. Alors, on va passer à vos questions. Il y a plusieurs mains qui se soulèvent. On commence au fond, là-bas, et puis après on viendra un peu devant. Bonsoir, je m'appelle Éric Touzeau, donc comme mon nom l'indique, je suis un de ces Nantais d'origine vendéenne. C'est pour ça que je n'ai pas été du tout surpris par le titre de place publique, puisque c'est une réalité que je connais bien. Tous ces Vendéens qui, au début du XXe siècle notamment, sont venus chercher du travail à Nantes, c'est le cas de mon grand-père, ils sont embauchés au chantier, parce que c'est là qu'il y avait du boulot, quoi. Et la plupart se sont implantés juste de l'autre côté du pont de Pierreville. Voilà. Parce que là, c'est là que commençait la Vendée, me disait toujours mon père. Bon. Ça, c'est l'anecdote, mais évidemment, je fais partie de ceux qui ne s'en réclament pas beaucoup, parce que ça a été préempté largement, comme vous l'avez dit, par De Villiers, le Puy du Fou, et aujourd'hui Bruno Retailleau. Alors, bien évidemment, les guerres de Vendée, le souvenir des guerres de Vendée n'est plus le même qu'au XXe siècle aujourd'hui. Mais ça structure, je pense, quelqu'un comme Bruno Retailleau. Je le dis parce que je suis conseiller régional, et j'ai deux anecdotes. Je considère que Bruno Retailleau, je suis en opposition totale avec lui, mais c'est un dirigeant politique, pas simplement local et régional, mais d'ampleur nationale, et je pense qu'il envisage d'être candidat pour la droite, et qu'il peut faire l'alliance avec une partie de l'extrême droite, ce qui explique la scission du groupe Front National, par exemple, au conseiller régional, ceux qui sont pour l'union des droites. Bon, je ferme la parenthèse. Bruno Retailleau, deux anecdotes. Première session du conseil régional en 2016, il nous emmène dans une commune du Maine-et-Loire, j'ai plus le nom, je pourrais la retrouver, pour nous faire adopter un pacte sur la ruralité. Bon, pourquoi pas, enfin bon, c'est pas l'objet de mon intervention. Il démarre son intervention en session, devant toute la session, etc., devant la presse. Dans cette commune, il y a une rue qui porte le nom de l'abbé, je ne me souviens plus du nom, qui a été exécuté sous la Révolution française, mais il n'y en a pas, évidemment, qui porte le nom de Robespierre. Voilà. Et il développe, pas pendant 10 minutes, mais pendant quelques minutes. Ce qui est quand même... Bon, ça m'a irrité, évidemment, je suis intervenu sur Robespierre, machin, bon, peu importe, mais voilà, ça c'est un marqueur. Et deuxièmement, parce que j'essaie de comprendre sa formation et comment il y a eu une interview portrait dans Le Monde, en 2017, de Bruno Retailleau. Et il explique, je pense souvent à mon ancêtre Pierre Grelot, qui est mort, alors je ne sais plus s'il a dit mort ou exécuté, parce que j'ai plus le truc en tête, pendant les guerres de Vendée, pour défendre la croix du Christ.
Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ça matrice encore un certain nombre de gens. Alors, évidemment, ils recyclent ça aujourd'hui sur l'identité, les origines chrétiennes de la France. Bon. Mais ça reste pour un certain nombre de dirigeants politiques de premier plan, hein, parce que quand même, voilà, des choses qui restent des marqueurs fondamentaux, me semble-t-il. Oui, mais en quoi est-ce que c'est étonnant? Non, mais ça reste là, c'est ça que je veux dire. Ah oui, mais ça reste absolument. Si vous permettez, deux choses ou trois choses. La première chose, c'est Bruno Retailleau, qui est un pur produit du Puy du Fou, que je connais depuis longtemps, bon, que j'ai vu petit, si j'ose dire. Bon. Mais c'est pas du tout un jugement de valeur dans ma bouche. C'est... comment dire ça? Non, moi je trouve, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui est déjà d'un certain âge. Et ben oui, non. Et que moi, ce qui m'intéresse, ça aussi, c'est pas un jugement. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, notamment de Vendée, avec 10 ans de moins, qui sont en train de préparer, si je vois bien les choses, ce qui s'appelle Vendée 2040, et qui me semble pas du tout fonctionner sur ce modèle-là. Et donc, alors c'est pas du tout une critique contre Retailleau, hein. C'est pas ça du tout, c'est je regarde ce qui se passe. Et il me semble qu'il y a quelque chose là qui est en train de se jouer. À la limite, je dirais, Retailleau est déjà quelqu'un qui représente une génération qui est peut-être en train de passer la main. Première chose. La deuxième chose, moi je veux bien, si vous voulez, l'histoire peut-être de l'abbé Cantito, parce que je pense que il y en a beaucoup. Mais ce qui m'amuse, la réflexion que j'aurais immédiatement faite, c'est mais alors pourquoi est-ce qu'à Paris il n'y a pas de rue Robespierre? Quand même, si vous voulez, ça aussi, ça mérite d'être interrogé. Il y a des rues Robespierre un peu partout, mais pas à Paris. Bon. C'est-à-dire que le marqueur identitaire autour de la Vendée ou autour de la Révolution, vous allez le trouver partout, et y compris dans les municipalités de gauche qui n'ont pas été fichues de donner une rue Robespierre pendant 15 ans, bon, et qui n'y arriveront pas. Bon. Donc c'est vrai, mon Dieu, c'est quasiment normal. Bon, alors après, qu'il rappelle des souvenirs personnels, ça, je vous laisse juge, chacun règle ses réunions. Monsieur. Plusieurs observations. La première concerne Rambobina, ou l'émission de télé qui a repassé Vive la crise. Et à la suite d'un commentaire, Laurent Geoffrin, qui était l'un des réalisateurs de cette émission, a regretté d'avoir suivi Albert, l'économiste, qui avait suggéré d'aller visiter le Disneyland vendéen. Le Puy du Fou, si vous préférez. Donc, bon. Deuxième observation, il me semble qu'à cette époque, écartons tout de suite une sous-question concernant le dynamisme du bocage vendéen. Il faut quand même avoir aussi à l'esprit, vous l'avez dit, la présence et le couvercle idéologique de la religion, et il y a aussi la démographie. Or, le volume Iure Alpeis, qui était le slogan occitan, nous voulons vivre au pays, a été aussi quelque chose d'un marqueur important pour que les enfants vendéens restent sur place. D'où le dynamisme de petites entreprises qui ne sont pas liées à des méga entreprises. D'autre part, une autre observation. Là, vous allez nous éclairer. Est-ce que ce sont les insurgés qui sont allés chercher les hobereaux pour les mettre à leur tête, alors que dans le même temps, dans le bocage vendéen, les calvinistes étaient extrêmement présents. Ils savaient lire, ils lisaient la Bible, et ils ne suivaient pas ces consignes. Donc, que sont devenus tous ces protestants? On les retrouve en Deux-Sèvres avec la geste paysanne, où un sous-préfet en vacances assiste au spectacle qui a été écrit par des paysans, joué par des paysans, et il invente le Disneyland vendéen. Ça, il faut quand même le rappeler, parce qu'on oublie que les origines du Disneyland vendéen
Et c'est aussi la copie non seulement de Verluy, en Deux-Sèvres, mais également la copie des villages que l'on trouve notamment en Nord-Amérique. Je pense aux Acadiens à Caraquet, je pense aux Cajuns à Saint-Martinville, etc., où les gens ont besoin de créer des villages anciens pour maintenir la mémoire du peuple. Donc là-dessus, vous avez tout à fait raison d'élargir. Alors j'espère que vous éclairez quand même aussi sur l'histoire de la démographie. Parce que sur la démographie, je vous demande pardon. Le problème, c'est que on est capable, je dirais à 5 km près, de voir les lieux où il y a une mobilisation qui va permettre aux populations rurales de rester, et les lieux qui sont touchés par l'exode rural. L'exemple, moi, il y a un exemple que j'ai toujours en tête, c'est Argenton-Château, devenu Argenton-les-Vallées. Hein. Donc, la zone qui est entre Bressuire et Argenton, vous voyez le triangle Bressuire, Thouars, Argenton, on est capable là de voir la ligne qui fait que d'un seul coup, les gens sont restés sur place, pour les 2 tiers, 1 tiers allant ailleurs, et notamment dans les vallées de la Garonne, pour rester paysans. Et de l'autre côté de la ligne, les paysans partant à Paris, travailler à la SNCF ou n'importe où, ou dans les postes, et vidant complètement les campagnes. C'est Parthenay, c'est Mazières-en-Gâtine, on le voit. Donc, si vous voulez, là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. C'est que c'est une idéologie, vous avez raison. Sauf que moi, ce qui me gêne, si on dit que ce n'est qu'une idéologie, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi des gens fonctionnent, s'engagent. Quand en 1880-1890, il y a à peu près 10 000 Vendéens qui partent vers Fontenay d'abord et ensuite vers les Charentes, pour coloniser les Charentes. Bon. Ensuite, jusqu'en 1848, ils seront là aussi une quarantaine de milliers à partir jusque dans le Gers. On a affaire à des gens, je les ai suivis, j'en ai rencontré dans les années 80, qui sont partis dans des conditions épouvantables, qui ont accepté de faire un travail incroyable pour rester paysans et pour maintenir une culture paysanne. Personne ne les obligeait. Et par-dessus le marché, en refusant de travailler comme les gens d'à côté, c'est-à-dire en se lançant dans la vigne ou des choses comme ça, à travailler vraiment le beurre Charentes-et-Poitou, c'est quand même les Vendéens qui y vont. Donc, moi, si vous voulez, ça me dérange tout le temps de dire il y a des gens qui tirent les ficelles et des gens qui les appliquent. Voilà. Il me semble que c'est plus compliqué pour arriver à comprendre pourquoi des gens se sentent mobilisés et agissent eux-mêmes. Ça, c'est c'est bien sûr 2 territoires, c'est bien sûr 2 mentalités, 2 communautés, et c'est ça la rupture. Bon. Pour les protestants de Vendée, et ces protestants de Vendée, de mémoire, sont républicains, ou tout au moins sont neutres pendant la guerre de Vendée. On n'en connaît que 4, à ma connaissance, qui sont passés du côté vendéen et qui ont été exécutés en 93, il y en a eu 4. Au moins 4, mais pas beaucoup plus. Bon. Et ces paysans qu'on trouve, ces protestants qu'on trouve au Boupère, enfin dans toute cette zone-là, dans la zone plus falaise, bon, ont été intégrés dans le spectacle quand même. Moi, je n'ai jamais vu de gens du Boupère refuser. C'est pas un jugement non plus, hein, c'est une simple constatation. Alors, ce que vous dites, vous avez raison, hein, qu'il y ait eu cette contamination avec des spectacles, notamment à Verluy, vous avez parfaitement raison, c'est le CCO, du sud le centre, le CPO, le centre protestant de l'Ouest, de Celles-sur-Belle qui avait impulsé tout ça. Donc là-dessus, vous avez complètement raison, mais on est malgré tout dans 2 univers différents parce que tout le milieu protestant de Sévrien n'a pas derrière lui une société cohérente et n'a pas derrière lui un groupe puissant et organisé, parce que c'est bon, j'en ai pas parlé, mais il est évident que le spectacle du Flou ne tombe pas du ciel et est porté
par un ensemble extraordinairement cohérent de gens qui savent jouer sur tous les plans qu'il faut pour créer ce genre d'association. Bon, c'est une évidence. Mais ce qui me semble important quand même, c'est à côté de ça, qui est indéniable, moi j'aime pas le mot Disneyland, hein. Je l'emploierai jamais. Je n'emploierai jamais, je ne partage pas l'idéologie qui est véhiculée, mais je crois que, je le dis simplement aussi, c'est ennuyeux de dévaloriser ce qui s'est fait là. Les gens qui s'y sont investis s'y sont vraiment investis. C'est pas un Disneyland où on les a transformés en Mickey. C'est pas un Disneyland où on n'aura rien donné en revanche. Bon. Alors, qu'on le critique, qu'on n'aime pas, je veux bien. Mais c'est pas, pour moi, c'est autre chose. Il y a eu quelque chose qui s'est produit au moins pendant 20 ans, une transformation sociale, un élan social. L'observateur que je suis s'interdit un tel jugement. Mais bon, c'est pas non plus ma tasse de thé, mais c'est pas la question. Monsieur. Compte tenu de la mutation dont vous avez parlé et du changement d'époque, s'agissant du devoir de mémoire et du conflit des mémoires, ne pensez-vous pas qu'il serait temps, plus que temps, et que les conditions sont en fait peut-être enfin réunies pour que sur Nantes, la municipalité, les municipalités nantaises, enfin fassent montre d'un devoir de mémoire de plein exercice. Vous avez évoqué Viarme, Liançon-Pau, etc. Mais on reste très en deçà de ce qui devrait être fait. Je vais citer simplement par-delà l'existence actuelle du mémorial de l'esclavage, qui ne fait que mettre d'autant plus en relief le néant de l'autre côté concernant notre sujet. Ne pensez-vous pas donc justement que dans le cadre des grandes manœuvres autour de Chantenay et de Misery, il serait plus qu'adéquat qu'il y ait au moins un monument en souvenir, en mémoire des victimes qui ont été massacrées précisément à Chantenay et à Misery, comme l'a très bien fait remarquer en son temps Gaston Martin dans sa thèse de 1924 parue aux Presses universitaires de France. Et il avait judicieusement trouvé à cette époque-là qu'il existait une expression, on parlait bien du chant des martyrs, de sorte que, pour clore, il y a quand même une certaine indécence, une véritable obscénité au sens fort du terme, à faire en ce lieu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un arbre au héron, précisément, où là on a massacré hommes, femmes, enfants, vieillards, et en plus, actuellement, le citoyen lambda qui se balade par là, il ne peut que avoir pour information simplement la mention très lapidaire, lieu d'exécution des contre-révolutionnaires. C'est quand même fort insuffisant. On est vraiment à fond dans le dessin touristico-culturel et métropolitain, et alors on met vraiment à distance ce qui gêne. Bon, alors moi je vais vous dire, oui, d'abord je ne suis pas nantais, je ne connais rien aux querelles nantaises, et je ne veux surtout pas en parler. Bon, ça, mettons-nous bien d'accord. Donc, l'arbre au héron, moi, je ne connais pas. Bon, sur votre question, et vous avez raison, parce que vous posez un autre problème qui m'apporte beaucoup et qui est tout aussi embêtant, et qui concerne Nantes, ou tout au moins Carquefou. Mais avec une précaution d'abord. Moi, je vous dirais les choses brutalement, là, cette fois-ci. Le devoir de mémoire, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en ai aucune idée, et je pense que c'est une expression qui n'a aucun sens. Bon. On va partir de là. C'est devoir de mémoire, on en a parlé après Ricoeur. Alors, c'est pas parce qu'éventuellement il y a des épigones ricoeuriens qui passent qu'on va revenir sur Ricoeur. Hein. Le devoir de... Et c'est en plus, c'était déjà pas clair. Bon. Ça veut rien dire, le devoir de mémoire. La mémoire existe dans la mesure où il y a effectivement un lien avec le présent et où cette mémoire est toujours active et je dirais pose problème. Bon, la position que j'adopte là-dessus,
pourra vous paraître absurde, mais tant pis, je vais la défendre. Non, c'est pas grave. Coupez votre téléphone, on n'en parlera plus. Mais on vous enverra pas Misery. Voilà, vous avez échappé la noyade. Bon, mais c'est que cette histoire de mémoire-là doit être, pour moi, réglée précisément par le travail de l'histoire. Ce que je vise personnellement comme historien, c'est l'oubli. C'est-à-dire, quand on a établi une sorte de consensus, une sorte de rassemblement des opinions, le passé ne fait plus problème, on ne bute plus sur le passé, on peut ensemble l'oublier. Moi, c'est ça que je vise. Bon. Mais que pour faire ça, il faut effectivement en parler. Et en parler d'une façon contradictoire. Et d'une façon qui ne soit pas forcément très agréable, même. Parce qu'il va y avoir des oppositions. Parce qu'il va y avoir des mémoires qui sont là, vivantes et exigeantes. Et ce que vous dites, effectivement, sur la présence du mémorial de l'esclavage et d'une absence, on va le dire comme ça, une absence de mémorial des morts de la guerre de Vendée à Nantes, grosso modo 13 000, peut-être, c'est à peu près ça. Les personnes tuées à Nantes, il y avait 13 charniers, les noyades, c'est à peu près dans ces eaux-là. Bon, sur une population de 100 000 habitants, c'est quand même important. Je pense que vous avez raison sur le fond. Maintenant, tout reste je dirais, à essayer précisément de mettre les choses d'une façon qui soit acceptable. Et ça, je vais dire que c'est pas réglé tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait eu des individus auxquels on ne s'identifie pas, qu'on va désigner comme des massacreurs. C'est ça la question. Bon. Et que moi, ce que j'ai derrière la tête, qui est un débat aujourd'hui que je ranime régulièrement, parce que moi ça me choque assez profondément, c'est précisément l'incapacité à régler le sort des squelettes retrouvés place des Quinconces au Mans, qui sont grosso modo 155-157 squelettes sortis du centre du Mans, littéralement du centre du Mans, des gens qui ont été tués au moment de la bataille du Mans en décembre 1793, globalement des gens qui tournaient autour des armées vendéennes, pas forcément des Vendéens au sens strict, mais enfin de toute façon qui étaient liés à l'armée vendéenne. Ces squelettes, on les a exhumés. Il y avait à peu près 2500 morts, à peu près, au Mans. 3000, on n'en sait trop rien, mais c'est dans ces eaux-là. Ces squelettes sont aujourd'hui à l'INRAP, à Carquefou. On ne sait pas quoi en faire. Bon. La position que personnellement moi j'avais défendue, c'est de dire qu'on ne va pas les envoyer à l'ossuaire d'Auray à Carquefou, pas Carquefou, à Notre-Dame-d'Auray. On ne va pas les envoyer à l'historial des Lucs, parce que s'ils sont pas vendéens. On ne va pas les envoyer à la chapelle de Bellefontaine dans les Mauges. Il me semblait, moi, préférable de dire on les inhume dans un de ces cimetières militaires comme il y en a au Mans et qui sont très importants, et on met dessus un obélisque, une plaque, un monument, pour rappeler qu'il s'agit des restes des gens tués dans la dernière guerre civile nationale. Il me semble que ça, je ne veux pas dire que ce soit la meilleure formule. Hein. Chacun après, je ne propose pas une formule, mais je dis qu'il serait nécessaire là qu'il y ait cet acte de reconnaissance, je suis d'accord avec vous, de reconnaissance et de reconnaissance mutuelle. On ne va pas tourner autour du pot, il y a des gens qui ont été tués là au moment des guerres de Vendée, on ne va pas faire comme si. Et on ne va pas faire non plus comme si il ne devait y avoir que le rappel, organisé, ce que je respecte, par le Souvenir vendéen ou l'association Vendée militaire, qui seraient les seules porteuses de cette mémoire. Il me semble que là-dessus, moi, je pense qu'il serait nécessaire de le faire. Alors après, honnêtement, c'est une politique qui tranche. Mais en dernière instance, c'est toujours une question politique. Et ça ne me dérange pas. Moi, là-dessus, j'ai rien à dire. Les historiens proposent, les politiques disposent avec l'ensemble des communautés autour d'elles. Bon. Une dernière chose quand même.
Parce que je pense qu'il faudrait... il faut sortir de France. Il faut sortir de France. Il faut penser à tout ce qui s'est passé en Allemagne. Parce que, bien sûr, les Allemands ont été confrontés encore plus que nous à la nécessité d'affronter le passé. Et globalement, pour ce que j'en sais, c'est encore eux qui s'en sortent à peu près le mieux pour arriver à utiliser précisément ces souvenirs qui ne passent pas. Et des choses qui ont été inventées, qui ne contentent personne, mais qui montrent à quel point c'est toujours vivant, ça a été de créer, c'est deux au moins personnes qui ont lancé ça, de performateurs en quelque sorte qui ont lancé ça, qui ont créé ce qu'ils appellent des pierres d'achoppement, enfin c'est la traduction française, Stolpersteine, qui sont de dire on ne sait pas quoi faire pour rappeler le souvenir. Ce souvenir embête tout le monde. On va donc investir une place, prendre les pavés de la place et marquer sur la face interne des pavés le nom des camps d'extermination, de concentration, etc. et retourner la pierre. On marche dessus, on voit rien, le souvenir est là. Bon. Et c'est Saarbrück notamment, c'est Hambourg, et il y en a d'autres. Bon. Donc ça illustre les difficultés à gérer ce genre de questions. Si on va en Italie, là en revanche, je peux vous garantir que les Italiens butent sur la complexité des souvenirs. Donc c'est pas seulement français. Faut pas non plus, on va pas s'accabler. Bon, c'est pas la peine. Mais poser la question me semble effectivement nécessaire. Et pour les squelettes du Mans, moi je pense que ça serait urgent de le faire, d'avoir cette volonté politique. Parole personnelle. Jean-Claude Charlier. Oui, je suis content que cette question ait été abordée parce que j'ai toujours eu un peu l'idée qu'à Nantes, il y avait une sorte de surmoi qui faisait que c'est une page qu'on avait de la peine à lire. Et un jour, je me suis mis à faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y avait effectivement comme lieu de mémoire ou comme plaques qui ont été apposées, en me disant, mais ces noyés, ces 1800 à 4000 noyés de la Loire, où ont-ils, je veux dire, quelque chose qui reflète effectivement... Alors, je crois qu'il faut se placer du point de vue des victimes, et je crois que les Allemands l'ont très bien fait de ce point de vue-là. Bon, à Nantes, moi j'ai trouvé une plaque rue La Mauricière, effectivement, où on relate qu'à cet endroit-là, il y a des milliers de prisonniers qui ont été soit fusillés, soit noyés, etc. Mais en dehors de cette plaque... Ah si, oui. Bon, mais alors, enfin, pour des touristes, à la limite, qui veulent venir à Nantes, parce que vous soulignez qu'à l'étranger, s'il y a quelque chose qui est connu à Nantes, du point de vue de la Révolution, ce sont les noyades de Carrier. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui attire l'attention. Et de ce point de vue-là, je me dis, bon, il y a une sorte, peut-être que je me trompe, mais de surmoi nantais qui fait qu'on n'est pas très à l'aise là-dessus. Et même quand on visite le musée de Nantes au Château des Ducs, bon, il y a un tableau sulpicien sur effectivement les drames de la séparation, etc. Mais je crois qu'il y a 4 ou 5 lignes sur les noyés de la Loire. Donc là, il y a quelque chose qui me paraît un peu une défaillance, enfin, ou peut-être un motif de réflexion. Cela étant, j'avais envie de reprendre le mot de Mélenchon, une population, un peuple qui est capable de s'engueuler un siècle et demi après sur des sujets historiques est quand même un peuple qui a de l'avenir. Oui, là-dessus on va être d'accord avec Mélenchon. Mais en même temps, je vous dirais qu'il y a tellement de pays qui se bagarrent toujours aussi sur le passé. Ça m'inquiète aussi un peu quand même. Moi, il y a plusieurs points. Le premier point factuel. Je vous demande quand même, vous me vexez un peu pour avoir participé un peu quand même au Château des Ducs et avoir commis un livre sur Nantes pendant la Révolution. Je pense qu'il faut que vous y retourniez. Bon, le château expose, y compris un tableau absolument abominable sur les noyades. C'est même pas du fake news, là, c'est n'importe quoi. Bon, mais en même temps, je soutiens complètement le conservateur, il a eu raison. C'est là, il ne faut pas le cacher, il faut le montrer. Bon. Donc, c'est difficile. Hein. Alors, la deuxième chose, sur moi,
je ne sais pas, vous savez, moi je vais vous dire simplement aussi les choses. Je me méfie, c'est un euphémisme, je me méfie beaucoup de l'émotion autour des victimes. Si on rentre par là pour comprendre l'histoire, je pense qu'on est dans une fausse route. C'est un peu aussi ce que je disais pour le devoir de mémoire. Bon. Parce qu'on ne va pas en sortir des victimes et on n'en sortira pas des réparations. Et ça, c'est fichu. Bon. Parce que, si vous voulez, si on part vraiment sur les victimes, moi, ça m'agace un peu, pour dire la vérité. Parce que voulez-vous que je vous dise? Le nombre de morts le plus important pendant la Révolution, c'est à Saint-Domingue, Haïti, en juillet 1793. Bon. Qui en parle? Bon. Au grand maximum, les massacres de septembre, donc, que tout le monde connaît, c'est 1300 personnes. Une journée de juillet 93 à Haïti, c'est 20 000. Alors, si vous voulez, si on rentre de la concurrence des victimes, moi je dis on est fichu. On aura toujours quelqu'un qui viendra réclamer réparation. C'est pas dans cette voie-là qu'il faut travailler. C'est foutu. Je crois que là, c'est très extrêmement dangereux. Alors, j'ai rien contre le respect qu'on doit aux victimes, mais il me semble que le respect qu'on doit leur accorder doit être vu dans une perspective historique et politique globale, pour donner du sens. Parce qu'autrement, on va rentrer là dans des dévotions qui seront des cultes. Et il ne me semble pas qu'à partir de cela, on peut bâtir une ligne politique. En outre, ce que vous avez dit, et je vous dirais simplement que ça me fait très peur, c'est vrai que vous avez raison pour le tourisme. Et si la visée du rappel des guerres de Vendée doit être touristique, mon Dieu, on va organiser des noyades de Nantes. Mais non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Il y a un certain nombre de lieux qui organisent, notamment pour des élèves, on vivait une journée de la Première Guerre mondiale comme si vous y étiez. On en est là aujourd'hui. Hein. Attention, hein, c'est pas des blagues. Hein. Là, on est là, dans cette histoire-là. Dans ce qu'on appelle toute cette mise en scène immersive. L'expérience immersive. Bon, qui est, pour moi, c'est même pas une aberration. Alors, autant je suis contre l'idée du Disneyland, mais autant je suis opposé, mais alors farouchement, à l'histoire immersive. C'est une monstruosité. On ne va pas faire croire, et heureusement, qu'on va se retrouver dans la peau des victimes. Enfin, on va-t-on? Enfin, moi, c'est épouvantable. Ça, c'est pas de l'histoire. C'est vraiment du jeu sur le pire de l'émotion. Et vraiment, si on fait ça, alors là, c'est pas qu'on aura avancé, on aura reculé de 200 ans. Brutalement. Pas la peine qu'il y ait des historiens qui fassent leur boulot, là. Non, excusez-moi de le dire comme ça, mais ceci étant... Ils font pas cette thèse-là. Oui, non, mais j'espère bien. mais ceci étant, vous avez raison. Ceci étant, le problème est posé. Et moi, ce que je dis là, c'est pour résoudre ce problème-là, il faut vraiment une ligne politique extrêmement précise. Et pas s'engouffrer à suivre tous les vents qui nous agitent et tous ces vents dangereux. Il est certain qu'il y a des ressentiments, il y a des mécontentements qu'il faut prendre en compte, mais les réponses à donner à ça, c'est pas dans la galopade et pas en faisant n'importe quoi. Enfin, excusez-moi de le dire d'une façon, là, un peu moralisatrice, mais bon. Mais ceci étant, bon, on revient à la question précédente. Ceci étant, que faire du passé nantais? Bon, maintenant sur le surmoi, vous savez, je pense que c'est général. Excusez-moi, c'est général. Si vous voulez chercher des exemples ailleurs, je vous en donne autant que vous en voulez. Bon, et sur la Révolution à Paris, je vous garantis que je titillais un peu là, les municipalités socialistes qui sont très modérées. C'est pas bien ce qui se fait, honnêtement. Il y a là quelque chose qui est très embarrassé. Bon.
Donc, ce qui se passe à Arras avec un objectif touristique autour de Robespierre, moi j'avoue que je suis aussi très réticent. Donc, il y a vraiment une réflexion qui est compliquée, hein, qui est vraiment très compliquée. Il y a une petite remarque que je me suis faite à propos de la plaque qui est mise rue La Mauricière à l'entrepôt des cafés. Bon, j'habite dans le quartier, mais de temps en temps, elle est taguée. Alors, c'est rapidement effacé, je pense que c'est la ville qui le fait. Mais une autre question, il y a une affichette sous une poche plastique au niveau du ponton du Bélem, sur un des piliers. Près du pont Anne de Bretagne. Oui. Et qui rappelle effectivement les noyades. Alors cette affichette, c'est très amateur, je ne sais pas qui la met, j'ai demandé un jour à l'adjoint au patrimoine, il n'en savait rien, puis elle disparaît pendant 2 ou 3 mois, elle revient. Donc il y a quelque chose qui m'interroge, il y a cette marque, il faut la chercher. Hein, mais les gens qui embarquent sur le Loire-Princesse passent à côté. Vous posez une question importante. Non, je pense qu'effectivement, il faudrait que quelqu'un s'en saisisse globalement pour poser la question. Mais si vous me permettez, moi j'ai une réflexion qui ne surprendra pas tout le monde dans l'assistance, mais quand vous parlez de surmoi, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'incapacité que nous avons, me semble-t-il, en France, à accepter qu'il y ait des mémoires discordantes. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et j'ai un exemple en tête que je développe un petit peu à droite et à gauche, que vous ne connaissez pas forcément, qui est la ville de Trieste. La ville de Trieste tout à fait à l'extrémité de l'Italie. Dans cette ville, il y a une colline sur laquelle il y a à peu près 200 plaques mémorielles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a côte à côte le souvenir de soldats tués pendant la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle que pour les Italiens, la guerre mondiale, c'est 1915-1918, mais que pour les habitants de Trieste qui ont été tués pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient autrichiens, c'est la guerre 1914-1918. Hein. Donc il y a déjà des problèmes de date, pas simple. Bon. Donc vous avez les soldats de 14-18. Vous avez les soldats de 1939-1943. Après 1943, c'est plus Mussolini. Bon. Vous avez les gens qui sont morts dans les camps de concentration, donc qui étaient opposés aux soldats de Mussolini. Vous avez des gens qui ont été raflés et qui ont été jetés dans des fosses par les Yougoslaves. Donc eux, ils sont en quelque sorte rattachés au courant de Berlusconi aujourd'hui, mais donc qui sont de ce courant italien. Et vous avez même des soldats qui sont morts en Espagne en 1937, des soldats italiens qui étaient allés du côté de Franco. Bon, c'est-à-dire, côte à côte, si je résume, vous avez des résistants morts à Mauthausen ou à Dachau, et vous avez des fascistes tués à El Alamein. Est-ce que vous imaginez en France un cimetière où il y aurait des plaques côte à côte? Alors, des plaques qui sont cassées régulièrement, et il y a même 2 plaques qui ont été mises à la mémoire d'un attentat à venir. Alors, je trouve ça extraordinaire. Bon, on rigole. Ce qu'il y a aussi d'extrêmement intéressant, c'est que quand on regarde de près, les Italiens de Trieste ont gommé la mémoire des Slovènes. C'était 1/4 de la population. Donc, je dis les Italiens sympathiques entre eux, et excluant les Slovènes. Ce qui veut dire que quand on est dans ces jeux de mémoire, ouais, c'est d'une complexité terrible. On en a pour 40 ans, minimum. On va prendre une dernière question. Oui, c'est pas une question, c'est juste pour André Arboto pour signaler en quelques 30 secondes que dans la rubrique plaque de souvenir pour la chlore, il existe à Nantes, place Vianne, une plaque à la mémoire de Charette, que beaucoup de gens connaissent, beaucoup d'autres ne connaissent pas, qui a été préservée, une croix qui a été préservée lors de la construction du tramway qui a restructuré cette place, et ce n'est pas pour autant que la station de tramway va être débaptisée. Je vous demande pardon, quand la croix, c'est en 1894 de mémoire, en 1894, la mairie de l'époque, je ne sais plus qui était le maire, informe les propriétaires qui possèdent le terrain sur lequel il y a la croix que c'est bien dommage,
mais que les travaux de voirie obligent à déplacer la croix. Voilà. Elle a été déplacée aussi. Mais... Elle a été déplacée pour des raisons de restructuration. De restructuration. Voilà. On va dire ça comme ça gentiment. Bon, mais effectivement, cette croix est là et elle est toujours honorée très régulièrement, notamment les 21 janvier. Vous avez parfaitement raison. Et à quelle date a-t-elle été instaurée? La croix, alors là c'est une colle. Le souvenir de Charette est immédiatement commémoré, donc il est fusillé en 96. Non, j'ai une colle. Je suis incapable de vous répondre d'un seul coup. J'ai gommé la date exacte de la première commémoration. C'est très très tôt à Nantes. Hein. Et la croix, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est dirigée. Je vous demande pardon, là, la soirée se termine mal. Hein. Je suis navré. Bien. Merci à Jean-Clément Martin. Alors, vous allez trouver auprès d'Hélène donc, son ouvrage, hein, La Vendée de la mémoire 1800-2018, qui vient de paraître au mois de septembre chez Perrin. Vous allez aussi trouver donc le dernier numéro de la revue avec notre vaste interrogation Nantes, capitale de la Vendée, c'est-à-dire est-ce que après cette séance de questions publiques, on va aller planter un drapeau vendéen là-haut au sommet de la tour Bretagne, avec des éléments de réponse à la question que vous trouverez au fil des articles. Et puis enfin prochain rendez-vous de questions publiques, c'est le lundi 25 novembre à 18h dans le même endroit. Alors on va être là dans l'histoire immédiate, puisque c'est la journaliste Ariane Chemin, qui est grand reporter au Monde, qui est invitée, qui est celle, entre autres, qui a révélé l'affaire Benalla, qui a vu son départ de l'Élysée. Elle nous parlera de ça, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Romain Gary, Émile Ajar et Jean Seberg, et qui a aussi écrit un très beau livre sur le mariage, qui s'appelle Mariage en douce, sur le mariage corse des deux. Voilà, rendez-vous le lundi 25 novembre. Merci et bonne soirée.